Bienvenue dans Next Épisode, le retour de la vengeance qui, à l'instar d'un Terminator, tient ses promesses. We are back sur We Love Cinéma, toujours pour débriefer avec sagacité et mauvaise foi nos séries préférées. Et non d'ailleurs, pas de pitié. Dorénavant 2 séries par épisode et pour d'entrée de jeu, contourner la règle, une seule aujourd'hui. Mais vu l'ampleur de la chose, vous ne nous en voudrez pas. Ce premier Next Épisode, nouveau look pour une nouvelle vie, sera consacré à ceci. Mais quelle est donc cette série mystère ? Game of Thrones pour tenter un accès au trône, la Lady de Winterfell Belleville, Charlotte Bloom, bonjour. Bonjour. Et Kill List dans une main, petite dague chic dans l'autre, Anaïs Bordage, bonjour. Bonjour. Ça va ? Vous êtes contente ? Ouais. On va spoiler un peu. On va tellement spoiler. Est-ce qu'on demande une virgule à Quentin ? De toute façon, Quentin qui réalise cette émission va être particulièrement maltraité dans cette émission car il n'est pas à jour. Mais tant pis pour lui. Et de ce fait, je te demande directement une virgule, Quentin. Et je le disais donc en préalable et pour le confort de tous, précisons qu'au moment même où nous enregistrerons, l'épisode 4 vient tout juste d'être diffusé sur OCS. Donc si vous n'êtes pas à jour, veillez à passer directement à la deuxième partie de l'émission dans laquelle nous ferons un petit retour sur la saga. But first, débrief demi-temps de cette saison 8. We have won the Great War. Now we will win the last war. We'll rip her out root and stem. Je crois que je l'aime bien. Lady, so far, est-ce que vous êtes satisfaite de cette saison 8 ? Qui commence ? Anaïs. Pour moi, c'est du 50-50. Il y a eu 2 très bons épisodes, 2 moins bons épisodes, je pense. En gros, le problème, c'est que depuis plusieurs saisons, on regarde plus la même série, clairement. À partir du moment où les créateurs n'avaient plus les livres sur lesquels ils pouvaient se baser pour l'intrigue, on a senti des petits problèmes de rythme avec des personnages qui étaient bloqués très longtemps dans des intrigues un peu chiantes. Et là, en fait, on continue à sentir ça, je trouve, dans la saison 8, où il y a des gros problèmes de rythme. Et là, c'est parce qu'ils doivent aller trop vite, en fait. Ils ont plus que 6 épisodes pour finir la série. Il y a une attente depuis 20 ans, en fait, de certains fans des livres, de savoir comment ça va se finir. Or, les créateurs, ils ont déjà exprimé que, ils voulaient un peu passer à autre chose. Ça fait 8 ans qu'ils sont sur cette série et ils aimeraient bien faire autre chose de leur vie. Et du coup, ils vont boucler ça en 6 épisodes, alors qu'ils auraient pu prendre, honnêtement, 3 saisons, pour faire caser tout ce qu'ils font caser là dans ces quelques épisodes. Et ça se sent vraiment, quoi. On sent que c'est très cut, qu'on passe d'un personnage à l'autre très très vite. Il n'y a plus de scènes avec des vraies respirations comme il y avait dans les saisons précédentes. Or, moi, je trouve que c'est ça qui faisait vraiment la puissance de la série, quoi. C'était ces scènes un peu presque contemplatives ou méditatives, avec des personnages qui pouvaient vraiment échanger sur leur vie et sur ce qu'ils faisaient sans que ça fasse avancer l'intrigue de manière hyper rapide. Et en fait, maintenant, c'est intrigue. Il faut que des gens meurent, il faut qu'on sache qui va finir sur le trône. Voilà, c'est ça. On n'a plus de budget, donc le loup, il est mignon, mais on va pas trop le mettre. Il faut vraiment éliminer toutes les menaces les unes après les autres. Et donc, on a des épisodes à la fois énormes de 1h20 et à la fois, on peut pas tout faire rentrer dedans, quoi. Et donc, on a des successions de petites scénettes plutôt qu'un vrai fil conducteur avec une intrigue qui se développe lentement mais sûrement comme on avait dans les saisons précédentes. Charlotte, impression générale ? Ouais, moi je crois que le gros problème de cette saison, c'est que déjà elle souffre de l'attente qu'on a envers elle. Évidemment, elle est en train de nous dire au revoir, donc on attend le maximum du maximum. Et puis on sait depuis le début quels épisodes vont être gigantesques. C'est-à-dire que depuis l'épisode 1, on sait que l'épisode 3 va être une grande bataille. Donc on regardait les 2 d'avance, disant oui, bon bref, arrivons à la bataille. Et puis maintenant qu'elle est passée, on se dit, bon, alors du coup, il nous reste quoi à voir ? Et là, en plus, on vient d'enchaîner un épisode 3 qui est assez dantesque. Alors, je sais qu'il y a eu des polémiques de est-ce que c'est assez lumineux, ceci, cela, on voit rien. Bon, moi, je voyais rien, mais j'étais contente quand même. Enfin, en tout cas, moi, j'ai adoré cet épisode. Mais on se retrouve avec un épisode 4 qui, en gros, est la fête à la maison. Enfin, c'est un espèce de soap où tout le monde boit. Quentin, bouge tes oreilles. Je suis désolée. Boit, se fait dépuceler, discute, fait des blagues, raconte ses secrets, etc. Ouais, se fait friendzoner violemment, quand même. Ouais. Dis donc, il n'y a pas que dans la vraie vie que ça existe, il n'y a pas de raison. Et du coup, on est dans une espèce de... J'ai l'impression que notre attente et nos envies prennent le pas sur raconte-moi une histoire. C'est raconte-moi l'histoire que je veux que tu me racontes. Alors moi, je dois dire que j'aime assez cet épisode 4 dans la mesure où ça fait remonter une forme de petite tension, alors qui était là pendant la bataille, mais en même temps qui était un peu... Moi,
J'attends vraiment beaucoup de Daenerys dans l'épisode suivant, je vous le dis honnêtement. C'est quand même... Oui, parce qu'en fait, le truc, c'est qu'il y a toujours eu cette tension entre les deux éléments de Game of Thrones. C'est d'un côté la fantasy, qui inspire vraiment George R. R. Martin, et donc avec des dragons et des morts-vivants et des trucs comme ça. Et de l'autre côté, tout l'échiquier politique, en fait. Et le surnaturel était un peu toujours en sourdine, mais on le sentait quand même un petit peu de saison en saison monter. Là, on a eu cette énorme bataille dans l'épisode 3 qui a un peu résolu cette moitié de l'intrigue. Et donc maintenant, on repasse sur la politique. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui étaient vraiment à fond sur cette intrigue politique plus que sur le développement des dragons et des zombies et qui va tuer le Night King. Et donc, moi aussi, je t'avoue que j'ai un peu un soulagement de me dire, pendant ces 3 derniers épisodes, on retourne à qui est légitime pour régner, qui va faire alliance avec qui va coucher avec qui. Enfin, voilà, les qui va cramer tout le monde. Voilà, potentiellement. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a un petit soulagement de voir un volet se clore et maintenant d'attendre la fin qu'on attend tous, comme tu disais, depuis très longtemps. Et il y a eu aussi de très très belles scènes quand même, moi je trouve, dans ces premiers épisodes. Enfin, ces premiers qui sont déjà passé à plus de la moitié, on est quasi en fin de saison. On vient de commencer, c'est déjà fini. Il y a des très très belles scènes, la scène où Brienne est la scène où Brienne est adoubée, c'est clairement pour moi c'est une des plus belles scènes de toute la série en fait, et clairement de cette saison, c'était le moment fort. Et c'était un épisode qui était beaucoup plus lent et beaucoup plus contemplatif justement que le reste de la saison, et c'était vraiment agréable de retrouver un peu cette énergie qu'on avait dans les saisons précédentes. C'est un épisode écrit par Brian Cogman, qui est un de ces scénaristes qui fait vachement ça en fait, qui fait des longues scènes de dialogue où on a un peu un développement des personnages, mais qui est très nuancé et qui fait pas vraiment avancer l'intrigue. Et là, cette scène d'adoubement, elle était tellement belle, c'est quelque chose qu'on attend en fait depuis longtemps, de voir un personnage féminin dans Game of Thrones. Ils sont généralement assez maltraités. Enfin, avoir un peu le dessus et enfin être reconnu à sa juste valeur et dire fuck à la tradition, comme le dit Tormund, et dire en fait c'est pas parce que je suis une femme que je peux pas être chevalier. C'était vraiment super beau quoi. Avez-vous pleuré vos morts ? Moi, j'ai pas pleuré mes morts. J'étais tellement contente pour Brienne que depuis, je m'en fous de tout ce qui arrive tant aux qu'elle gens. ne meurt pas. C'est tout ce que je demande, parce qu'on a quand même attendu. Mais moi, je pleure tout le temps. En fait, c'est horrible et ça nous questionne. Hein, mais des morts, il y en a pas beaucoup. En fait, parce que tu vois la taille de la bataille quand même, à la fin, quand tu regardes les morts qui t'intéressent, parce que oui, il y a plein de cadavres, mais les morts qui t'intéressent, il y en a 2, quoi. Je sais même plus s'il faut le dire ou pas le dire. Moi, j'ai prévenu, on en est à l'épisode 4. Ah donc Sœur Jorah, au revoir. Lyanna Mormont, au revoir. Voilà. Écoute, je suis désolée. Il y a un moment, il faut qu'on soit professionnel jusqu'au bout. Et puis c'était la semaine dernière. Hein. Non, mais en fait, c'est terrible parce que ces personnages, on les aime. Je pense que cet épisode 2 qu'on a tous beaucoup aimé, il nous prépare vraiment à leur dire adieu. Eux qui s'assiedent autour du feu pour parler, c'est nous qui leur disons au revoir aussi. Ce qui est bien, c'est qu'on a l'impression que on leur donne des belles sorties à certains personnages. Ah oui, Theon, surtout il a une belle sortie. Ah oui, Theon, quel chouchou celui-là, écoute. Moi, surtout qu'il a eu une intrigue tellement dure, franchement assez ingrate pendant de nombreuses saisons, et c'était même assez désagréable à regarder, quoi. Il se faisait torturer et couper petit bout par petit bout par Ramsay pendant plusieurs saisons. Il était même plus lui-même, il s'appelait Rick, et en fait là il y a un vrai payoff, quoi. C'est-à-dire que quand on le voit, moi je sais pas vous, mais à chaque fois que je le vois là dans la saison 8, enfin à chaque fois que je l'ai vu, désolée, je pleurais, quoi, juste parce que ça m'émeuvait tellement de le voir revenir et d'avoir en fait achevé sa rédemption, quoi. Il est parti tellement loin, il a trahi les Stark, il a eu des scènes d'une violence inouïe dans toute la série, et là en fait il revient pour défendre les Stark qui sont en fait sa vraie famille, et il meurt de la manière la plus noble et la plus belle possible, quoi. Donc c'est une belle boucle bouclée. C'est vrai que Jorah, c'est... Jorah, c'est les bouts, quand même, parce que c'était quand même l'amour transi, bon, ok, plus ou moins traître, allez, admettons, mais c'est un des plus grands cœurs de la série, Sœur Jorah. Alors lui, c'est même plus une friendzone, hein, le pauvre ami, c'est un friends continent. Il est président de région. De l'assaut, absolument. Et le fait qu'il la défende, qu'il défende Daenerys jusqu'à son dernier souffle, mais c'était magnifique. Et j'ai bien compris, Charline, que tu aimais beaucoup Daenerys, mais moi, à ce moment-là, je me suis dit, elle le mérite pas. Il est trop bien. J'ai pas de préférence particulière pour Daenerys, mais en fait là du coup après l'épisode 4 qu'on essaye de pas trop spoiler, ni pour ceux qui l'ont raté, ni pour Quentin qui tire une tête absolument effroyable de l'autre côté, mais
on est obligé à l'issue de l'épisode 4 d'attendre une réaction Dracarys, quoi, on y va, allez, c'est parti, elle m'enflamme pas, quoi. Désolée pour le jeu de mots un peu bidon, mais je trouve que en fait le problème dans cette série, c'est que tout ça a été construit pour que Jon et Daenerys deviennent un peu le endgame, les deux héros à la fin qu'on va voir peut-être se disputer le trône. Et en fait, c'est deux des moins bons acteurs, je trouve, de la série. Ils arrivent pas à faire grand-chose de leur scène et ils ont peut-être pas la nuance nécessaire, je trouve, pour faire passer certaines scènes. Surtout que là, on n'a plus le temps, donc il faut aller très très vite. Et en fait, je trouve que Emilia Clarke et Kit Harington, ils arrivent pas vraiment. Moi, j'aime assez le côté blas de Kit Harington. J'ai rien rien à faire celui-là, ici. hein. Je suis là. Je sais pas ce que. Je déteste pas ça. Je trouve que ça va bien au personnage, moi. Oui. Ouais, c'est un truc réaliste. un peu radical en fait dans l'épisode 3 où il est complètement dépassé par les événements alors qu'on pensait que c'était le héros de la série, quoi, que c'était lui qui allait sauver tout le monde. Ça fait 3 saisons qu'il dit que la bataille contre les morts, c'est lui qui fait un peu campagne pour que ça se passe. Et en fait, il est mis complètement sur le côté dans l'épisode et il y a un côté un peu radical de dire vous savez quoi, cet épisode on le donne aux femmes. Et en fait, c'est les petites femmes comme Lyanna Mormont ou Arya Stark qui vont éliminer les plus grosses menaces de la série et qui vont vraiment avoir les scènes les plus glorieuses et les plus héroïques de l'épisode. Et Jon, le héros, il est là dans son coin, il est garé sur son dragon et il fait rien. Il essaye un créneau, mais il n'y arrive pas trop. Ouais. Si je vous demande là, comme ça, un peu à brûle le PowerPoint, les bons points et les mauvais points des personnages là sur cette saison 8, qui vous a plu, qui vous a déçu? Alors, Jon, j'ai bien compris. Ouais, moi je suis un peu fatiguée de Sansa parce que, en fait, on est. I'm sorry. Mais moi, je suis dans ton équipe. Non, mais c'est fatigant parce que. Je suis choquée et déçue. Là. Mais je suis désolée, mais est-ce que je peux argumenter? Écoute, mais c'est pas complètement de sa faute. C'est que je trouve que cette saison, encore plus que d'habitude, elle a vraiment le cul entre deux chaises sur comment elle traite les personnages féminins. Parce que d'un côté, on leur permet de tuer le Night King et machin, et d'un autre côté, on nous refait encore des petites querelles de jalousie, et machine, et pourquoi elle, et pourquoi pas moi, et elle se tape mon frère, et machin. Et ça me gonfle. Et je trouve que Sansa, là-dedans, elle est vraiment... moi, je préférerais qu'elle soit sûre d'elle parce qu'elle est sûre d'elle, et qu'elle a envie de régner parce qu'elle le mérite, pas parce qu'elle a pas envie que ce soit la blonde d'en face. Enfin, voilà. Je trouve que là-dessus, cette saison-là, elle sait pas où elle va, quoi. Tu peux pas célébrer Brienne et après faire passer les nanas pour des petites querelleuses de service. Ouais. C'est fatigant, en fait. Moi, j'aime bien les personnages déterminés. Exactement. Sansa ne l'est pas. Là où Daenerys l'est un peu plus. Daenerys, elle veut le pouvoir. C'est pas. Y a pas de... Après, moi, je trouve que Sansa est déterminée aussi. Oui, voilà, dans une autre mesure. Non, mais je suis complètement d'accord avec toi. En fait, c'est vrai qu'il y a une hypocrisie un peu dans la manière dont ils traitent les personnages féminins qui est vraiment décevante. Mais malgré ça, moi, je trouve que Sansa, c'est peut-être le personnage qui a le plus évolué dans la série, et que si on enlève les scènes horribles où on nous dit que c'est parce qu'elle a été violée qu'en fait elle est devenue hyper stylée et tout, ça, on est d'accord, c'est abominable. Mais en fait, je trouve quand même que c'est une des personnes les plus pragmatiques là à l'heure actuelle dans cette série, qui a l'air de juste d'avoir la tête sur les épaules, de savoir ce qu'elle veut. Je trouve, elle veut pas gouverner, elle veut pas le trône. Par contre, elle veut protéger les intérêts de sa famille et les intérêts du Nord. Et elle est assez bonne stratège, je trouve, contrairement à Tyrion ou Jon, qui sont aussi dans ces scènes-là de stratégie, mais qui enchaînent conneries sur conneries. Elle, en fait, je trouve qu'elle a une présence assez sûre et assez sereine, que je trouve très rassurante dans la série, alors que tous les autres ils font n'importe quoi, y compris Daenerys, quoi. C'est vrai qu'elle est pragmatique au point de dire mais comment allons-nous nourrir cette armée, et ça mange quoi un dragon? Enfin, elle était hyper rigolote dans cette espèce de scène de femme au foyer, quoi. Comment ça marche, qui sont ces gens? Oui, mais et aussi Daenerys, tu m'emmerdes avec ton et puis elle règne, avec quoi, en fait, c'est ça de régner. Saison 4, je vais te dire un secret, faut pas le répéter. Que fait-elle dans la seconde? Dis donc les gens, vous savez qui c'est? Non mais attends, c'est pas possible. Qui a déjà réussi à tenir un secret? Parce que moi, personnellement, parce que si vous saviez, je fais comme Sansa. Moi, je suis sûre que Brienne, elle tient les secrets de sûr. Ouf. Arya, pareil. Bien Arya, sûr. secret bien à fond. sûr. Ouais, mais du coup, moi, je sais pas. Moi, quand j'ai vu Sansa faire ça, je me suis dit ah mais grave, attends, t'as un petit gossip là, t'as un petit truc que tu veux raconter à Tyrion et il est sur le point de partir au sud, mais il faut lui dire quoi. Attends, comment résister? C'est pas possible. Moi, j'aime un peu bien Tyrion, je vous le dis. Tyrion, il est cool, il est sexy, smart. il est intelligent. C'est pareil, c'est un des personnages les plus intéressants de la série. Après, je trouve qu'il a pas été hyper bien servi par les scénaristes depuis quelques saisons. En fait, depuis qu'il est avec Daenerys, le problème c'est que comme Daenerys, il a été prouvé qu'elle sait pas forcément hyper bien régner, qu'elle prend pas toujours les bonnes décisions, et que Tyrion, c'est un des personnages les plus fins et les plus stratèges de la série. On comprend pas trop parfois ce qu'ils voient en elle, quoi, parce qu'ils ont pas du tout les mêmes énergies en fait.
fait les mêmes personnalités. Et là, c'est vrai qu'il a un peu enchaîné connerie sur connerie, faire confiance à Cersei, mais quelle idée. Envoyer Jon au nord du mur, aller récupérer un marcheur blanc pour ensuite le montrer à Cersei, c'était quand même un peu la pire idée de l'histoire aussi. Donc le problème, c'est que Tyrion, qui était un des personnages les plus intelligents de la série, là en ce moment, il est pas à son fort, quoi. Mais en même temps, ils le disent dans la série, ils lui disent, mais mec, qu'est-ce que tu fous, quoi. Mais est-ce qu'il n'était pas un des personnages les plus intelligents de la série quand il est entouré d'idiots ? Ouais, c'est-à-dire peut-être. que là, il est avec des gens non seulement assez brillants, t'as Valeris aussi qui sait où il va, qui sait ce qu'il veut, qui manipule son monde. Et en plus, là, il est entouré de gens qui, en gros, sont égoïstes, autocentrés et qui veulent la gloire. Donc, c'est à peu près là que t'es le plus intelligent. Hein. C'est à peu près là que tu fais le moins de conneries. Ouais, mais en même temps, Daenerys, elle est pareille, quoi. Elle est égoïste, autocentrée, elle veut la gloire, quoi. Donc, Oui, mais c'est pour ça. Et je pense que ça leur fait réfléchir 10 fois plus vite. Et lui, à l'inverse, est devenu quelqu'un d'hyper empathique, presque avec un état d'esprit communautaire, enfin le truc sorti de nulle part, soit sa petite conversation avec son frère. Vas-y, Tyrion, il est de gauche maintenant. Il manquait plus que ça. Non, mais tu vois son côté où il dit à son frère, je suis content, si tu es heureux, je suis heureux. Tu dis, mais qui est cette personne ? Et il a changé aussi. Et peut-être parce qu'il est plus dans l'affect et il est moins dans la stratégie aussi. Parlons du frère, justement. Jamie. Parce qu'on parle Jamie, de parcours et de personnages changeants. Pour le coup, Jamie oui. est un très bon exemple. Bah, on approuve la barbe, déjà, un excellent changement. Le meilleur changement de Game of Thrones, je pense. Jamie, là, avec l'épisode 4, on se rend compte qu'il a peut-être pas autant changé que ce qu'on aurait aimé, mais en même temps, je trouve ça assez réaliste et je trouve ça assez bien de lui avoir fait prendre cette décision-là, quoi. C'est-à-dire qu'il a essayé d'aller aussi loin que possible dans la rédemption, et on sait pas ce qu'il va faire dans les épisodes suivants, mais il s'est racheté, il a montré à Brienne que c'était un homme d'honneur, alors que c'était toute sa réputation depuis le début de la série, c'est que c'est un homme qui n'a pas d'honneur. Une pourriture. Ouais. Et quand on se dit que voilà, dans le pilote, c'est lui le pire en fait, parce que c'est lui qui jette Bran du haut d'une fenêtre et qui le paralyse, et qu'en fait on arrive 8 saisons plus tard avec un des personnages les plus émouvants et les plus nobles de la série. C'est assez impressionnant le chemin qu'il a parcouru, quoi. Donc, d'ailleurs, parlons-en de Bran, parce que si tu veux distribuer des mauvais points et des bons points, mais Bran, brûlez-moi ce gosse qu'on en finisse. Je veux dire, le personnage est éreintant, il joue même plus, quoi. C'est à peine si, tu sais, on dirait un dessin animé avec la bouche qui bouge. Enfin, c'est horrible, il est inanimé, le gosse. You're a good man, c'est un peu l'équivalent de t'es une belle personne, non ? On est un peu sur le même. On dirait qu'il a un calendrier avec des proverbes et puis il balance des phrases un peu au hasard. Moi, j'aime bien Bran. Moi, Wikipédia de la série, quoi. Il te ressort des trucs. Moi, je ne peux pas croire qu'il va pas se passer un truc avec ce personnage. C'est pas possible. On peut pas être aussi inerte dans une série pareille. Ça prépare un truc, c'est obligé. Mais il s'est passé beaucoup de choses déjà. Hein. C'est quand même grâce à lui qu'il y a eu la plus grosse révélation, qui était les origines de Jon. C'est en partie grâce à lui qu'il y a eu ça. Et puis moi, c'est vrai que j'attendais un peu plus de lui pendant la bataille contre le Night King, parce qu'ils ont un lien tous les deux et qu'on pensait que, le Night King veut le tuer. Donc moi, je pensais que c'était Bran qui allait anéantir le Night King. Donc toi, t'étais en Voldemort, Harry Potter un peu. Ouais, je sais pas. Tu te dis pourquoi pas, ça peut fonctionner. Mais du coup, j'étais très surprise et très contente d'avoir eu tort, parce que petite aria d'amour. J'étais trop contente qu'elle tue le Night King. Désolée pour les spoilers. Et non, celui-là on a droit, c'est pour le 4, on a dit qu'on essayait de... Mais du coup, je vais être obligée de dire un truc horrible sur l'épisode 4, qui renoue quand même avec une tradition ancienne de Game of Thrones, qui est que rien n'est sacré. À savoir, dans l'épisode 4, ils font quand même un truc horrible, qui est de sacrifier le seul amour véritable et non gênant de toute cette série, en fait. Oui, c'est vrai. Tu parles de Gendry et... Non. Ah bah non, de Missandei. Ah oui, tu vois, ils sont tellement un peu importants dans la série que je les avais oubliés. Le seul amour pur et simple et sans être de la même famille, ce qui est quand même un truc déjà... Exactement. Bah ouais, et puis surtout, c'était intéressant d'avoir deux personnages racisés dans une série où il y a quasiment que des blancs, et en fait, quand ils arrivent dans le Nord et qu'ils sentent un peu tous les regards sur eux, parce qu'ils sont différents, en fait, physiquement, j'avais trouvé ça pas mal comme moment, même pour la série, de montrer que, oui, ok, on a vraiment beaucoup de personnages blancs, quoi. Et là, c'est vrai que c'est un peu dommage de sacrifier une meuf aussi cool que Missandei, et en plus qui était la seule meuf racisée de la série, et qui était pareil, qui avait un peu la tête sur les épaules, je trouve, un peu plus que beaucoup d'autres personnages. Beaucoup moins. Oups, décidément, on enchaîne les bons jeux de mots. Voilà, on est tout en. J'ai envie de dire Dracarys et on n'en parle plus. Et là, quand elle me regarde, elle me déteste. Voilà. Tu veux qu'on repasse peut-être à la partie que tu as déjà vue, à savoir qu'on fasse un retour sur la saga, Quentin ? Super. Ouais, d'accord. Alors on fait ça, vas-y. I, Eddard, of the House Stark, Lord of Winterfell and Warden of the North, sentence you to die. I saw what I saw. I saw in White Walkers. You understand why I did it? He was a deserter.
The man who passes the sentence should swing the sword. Is it true he saw the White Walkers? The madman sees what he sees. Lord Eddard Stark, I would name you the Hand of the King. I have no choice. That's what you tell your family. Tell yourselves. That's what men always say when honor calls. You do have a choice, and you've made it. You might not have my name. You have my blood. Bastard boy with nothing to inherit. Off to serve in the ancient order of the Night's Watch. Next time I see you, you'll be all in black. It was always my colour. You were never afraid. There's nothing to be afraid of. Choosing your opponents wisely. I have a knack for it. The Targaryen girl convinces her horse lord husband to invade. We won't be able to stop them. Get it over with. Cats have throats. We commit murder on the word of this man. I'm a purveyor of beauty and discretion. All desires are valid. Jorik. To a man with a full purse. Alors, je dois dire qu'en réécoutant cette bande-annonce de saison 1, on se dit, ils n'ont pas changé le cahier des charges, en fait. Hein. Tout y est déjà, quand même, sur le panel des choses qu'on va subir. Du cul, tout est déjà dans cette... de la violence. Voilà. Et de la surprise. Des leçons de morale. Et des têtes qu'on ne tranchées. tiendra jamais. Des têtes tranchées. Bien sûr. Une soif de pouvoir. Est-ce que vous avez été on board dès le début? Ouais. Non, pas du tout. Non? Ah non, vraiment, moi j'ai mis 4 ans à m'y faire. Je regardais parce que c'est ma chaîne, donc pour regarder, faut quand même être un peu pro, tout ça. Mais en fait, ça me touchait pas. Parce que, en fait, ce qui me gêne quand je regarde une série, c'est quand les gens meurent et que je m'en fous. Il y a rien qui m'énerve plus que ça. Et là, j'avais l'impression que c'était que des vilains, en fait. J'avais l'impression que c'était que des gens mal intentionnés, qui personne voulait le bien de personne, à part la pauvre famille Stark que tu te demandes comment ils ont pu être gentils dans ce monde horrible. Et du coup, j'ai mis vachement de temps. Et puis j'étais un peu larguée aussi. J'ai mis du mal à comprendre. C'est pas du tout ma littérature. C'est pas du tout mes séries. Moi, tout le côté médiéval, fantastique, machin, ça me touche pas du tout. Les grandes sagas comme ça. Donc c'est assez miraculeux en fait que j'ai fini par m'y attacher, je trouve. Et alors moi, c'est le pacte de départ en fait qui m'a posé un souci et qui est inverse au tien. C'est-à-dire que moi, j'ai du mal à regarder une série en me disant alors lui, je vais m'attacher à lui et en fait, dans 2 épisodes, il va canner de manière abominable en fait. Moi, j'ai des souvenirs traumatiques des premières saisons, de trucs. Je n'ai pas envie de voir ça en fait. On ne tire pas des flèches dans le dos des enfants quand ils sont en train de courir. Ce n'est pas possible en fait. Et j'ai eu beaucoup de mal avec ça. Et puis en fait, il y a aussi une forme de, faut bien dire ce qui est, de curiosité un peu maso et un peu malsaine de dire allez, on y va, on s'y vautre, allez, on est content. Ça fait quand même appel à des trucs un peu étranges, hein, Game of Thrones. Ouais, surtout que vraiment, quand on repense à ces premières années, à l'époque où la PIC TV n'existait pas et on avait le choix entre beaucoup moins de séries qu'aujourd'hui et que du coup, il y avait vraiment une communion autour de ces épisodes, surtout dans les premières saisons. Bon, ça existe toujours, mais c'est de plus en plus rare avec d'autres séries. Quand il y a eu la mort de Ned Stark, c'était un vrai phénomène, quoi, parce que il y avait les gens qui le savaient parce qu'ils avaient lu les livres, mais en fait, c'était tellement choquant de voir le héros apparent de la série, celui dont on pensait qu'il allait découvrir tous les mystères de Westeros et finir la série. Le seul mec connu du casting. Voilà, exactement. Le seul mec connu du casting. On aurait dû s'y attendre parce qu'il meurt dans tous ses films, mais du coup, il y avait vraiment une espèce de remise en question de tous les codes narratifs traditionnels avec la mort de Ned Stark. Et puis après, ils ont refait le coup avec le Red Wedding. Et en fait, moi, je pense effectivement ça m'a vraiment choquée. Je me souviens du Red Wedding où j'ai hurlé devant mon ordi en voyant ce qui se passait. Mais en même temps, je trouvais ça tellement culotté de faire ça dans une série que moi ça m'a tout de suite accroché, quoi. En fait, moi je me souviens que le pilote, je trouvais ça un peu chiant, je comprenais pas qui était qui. Et c'est vraiment à la fin quand il pousse Bran de la fenêtre où je me suis dit ah ouais ok donc là parce je sais pas ce que je suis en train de regarder. Ouais voilà. Non en plus il était tellement mignon à l'époque. Maintenant il est un peu chiant, mais à l'époque c'était vraiment un petit choupi, quoi. Et pour moi, la manière dont ils remettent vraiment sans cesse en question les codes de la narration, et là encore une fois, comme on le disait avec Jon qui se retrouve complètement dépassé alors qu'on pensait que c'était le héros, je trouve que ça apporte tout de suite une fraîcheur où on sait pas à quoi s'attendre, et en fait c'est devenu un tel truc que maintenant on s'attend limite à ce que tout le monde meure.
Et plutôt que l'inverse dans la saison 1 où on pensait vraiment pas qu'on verrait tous nos héros se faire écrabouiller la tête saison après saison, quoi. Alors avant de vous poser la question suivante, je précise qu'Anaïs ici présent a écrit un top complètement dingue avec Mary Telling qui est sur slate.fr. C'est ça. Où elle a quand même classé tous les épisodes de Game of Thrones. Ça par m'a ordre, pris 8 qualité, mais tout. C'était un travail de titan que je salue. Et donc je vais vous demander votre top 3 épisodes. Ah oui, c'est dur, on n'a pas dit quoi. Bah, toi, c'est quasiment fait, en fait. C'est bon, alors vas-y, comment je réfléchis. Alors, donc, c'était un arbitrage entre moi et Mary Telling, donc on a dû se mettre d'accord, mais je pense qu'on était complètement d'accord sur le top 3. Donc, le premier, c'est le Red Wedding, donc The Rains of Castamere, parce que il y a eu un tel bouleversement dans l'univers de la pop culture avec cet épisode que c'est juste indéniable, quoi. Et en plus, quand on le revoit aujourd'hui, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que cette dernière scène choc, il y a vraiment tout l'épisode qui est génial et qui est génialement écrit du début jusqu'à la fin. Donc ça, c'était clairement le premier. Le pire cri de l'histoire de la télévision, pardon, mais le cri de Kathleen Stark est un des trucs les plus atroces. C'est incroyable. Jamais entendu. Et en fait, ce qui est génial, c'est qu'aujourd'hui, on se prend la tête sur les spoilers en disant « Ah non, mais je veux rien savoir, machin ». Mais en fait, cet épisode, vous pouvez le voir en sachant exactement ce qui s'est passé et en l'ayant vu 5 fois, vous aurez quand même la même émotion. Et ça prouve qu'il est vraiment très très bien écrit et très bien interprété. Donc ça, c'était le top 1. Et après, le 2 et le 3, c'est 2 épisodes de bataille et on savait vraiment pas comment les départager, donc ça s'est joué à pas grand chose, mais c'est Watchers on the Wall, le numéro 2, donc c'est la bataille au mur où Ygritte meurt dans les bras de Jon. Voilà. Où on a à la fois une super écriture de dialogue, on a une scène hyper émouvante comme celle-là, et en plus on a aussi des propositions de mise en scène qu'on n'avait pas toujours dans les premières saisons, avec un plan séquence qui suit Jon à travers la bataille. Enfin, c'est vraiment, dans sa globalité, c'est un excellent épisode qui est hyper émouvant. Et après, le numéro 3, c'est la bataille de comment ça s'appelle, de Blackwater. Donc là où Stannis essaie d'envahir King's Landing et où Tyrion trouve la petite idée de leur mettre plein de feux grégeois dans la gueule et de brûler tout le monde. Et cet épisode est aussi extrêmement bien écrit, il y a plein de gore génial. C'est réalisé par Neil Marshall, il me semble, le réalisateur de The Descent. Donc c'est vraiment, il y a du bon gore. Et il y a plein de petites scènes de personnages hyper touchantes et hyper drôles, comme Cersei qui est complètement bourrée et qui s'en prend à Sansa dans la crypte en attendant que le siège se termine. Donc voilà, mon top 3. Désolée, alors, je parle beaucoup trop, mais vous pouvez pas m'arrêter. Le 1, c'est le number 1, c'est genre le meilleur, ou c'est le 3 ? Alors, le 1, alors c'est pas parce que c'est récent, mais vraiment, j'ai pris une claque, moi, avec cet épisode 3, là. Winterfell. Mais vraiment, c'est-à-dire que j'ai commencé à le mettre un peu comme tout le monde, genre, bon, bah, ça y est, c'est l'heure, faut que je regarde. Et je mangeais, enfin, bon, bref. Et au bout d'un quart d'heure, j'ai tout lâché, genre, mais qu'est-ce que c'est que cet épisode ? Et j'avais le cœur serré par le silence. Enfin, il m'a mis mal à l'aise et j'ai adoré cet épisode. Il y a beaucoup de propositions à l'intérieur, en fait. C'est pas qu'un épisode de bagarre, il y a quand même il y a de la violence, il y a de l'émotion. La bibliothèque, mais mais tout. Terreur, puis la sensation d'être collé au basque d'Arya et de se dire, mais est-ce que moi je vais m'en sortir ? C'est la seule fois que j'ai regardé un épisode de Game of Thrones 2 fois à peu de jours d'intervalle. Une fois juste pour le kiff visuel, malgré ces histoires de lumière, avec ça. Donc je dirais ça. En deuxième, l'inverse de vous, je mettrais justement la mort de Ned Stark, parce que, ok, c'est vrai qu'on n'a pas trop l'habitude que des héros meurent, mais moi, une de mes séries préférées, c'est Oz, et j'ai été formée à ils vont tous crever. Sauf que dans Oz, je les adorais quasiment tous, et que j'avais toujours de la peine quand quelqu'un mourait, parce qu'ils étaient sublimement bien écrits et tout ça. Mais en tout cas, effectivement, la mort de Ned Stark, tout le monde s'est dit, non mais attends, c'est quoi cette série où on tue les héros ? Et à la fois, c'est quand même le moment où tu te dis, bon, alors attends, peut-être qu'en fait, l'opinion que je me suis faite sur les 10 premiers épisodes, ou les 9 premiers, est fausse, et que ça vaut le coup que je m'accroche. Encore une fois, parce que j'étais pas non plus la meuf la plus fan de la planète. Et après, en 3, je saurais pas dire quelle saison c'était, mais c'était le procès de Tyrion, qui était vraiment hyper cool, et pour un mec aussi avec érudit. La vipère et la montagne. Exact, qui finissait en bataille pour savoir s'il allait crever ou pas, quoi. Ah, oui, c'est ça. En fait, c'est sur 2 épisodes. C'est sur 2 épisodes. T'as celui où t'as Tyrion qui a le procès, et donc. Je fais que le bruit, moi. Ça, c'était un mec qui se faisait nucléer. C'est un autre épisode où il se fait. C'est celui juste après, en fait. Mais effectivement, les deux sont très bien. Donc. Ouais, moi j'ai des très beaux souvenirs du procès de Tyrion et mais ce personnage qui était un peu au top de son game. Hein. C'est ça. De toute façon, la saison 4, il y a vraiment un consensus, en tout cas avec Mary Telling sur ça, c'est la meilleure, en fait. Il y a vraiment, justement, il y a le procès de Tyrion, il y a la mort de Brynn, il y a la mort de Geoffrey, et ça, putain, ça faisait quand même bien plaisir. Voilà. Hein.
Bien fait pour toi. Donc non, et puis Peter Dinklage en fait qui joue Tyrion, c'est je pense le meilleur acteur de toute la série et donc le voir dans ces épisodes là, il est tellement bon, mais il te sort des trucs mais incroyables quoi. En un regard, t'es complètement par terre quoi. Et alors, du coup, cette liaison va être très étrange puisqu'on ne change pas les bonnes habitudes de Next Episode. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que je vais vous demander une reco qui aurait vaguement un rapport avec Game of Thrones. Oh, la plaie. Oh là là, dis donc, comment on fait? Est-ce que ça peut être une reco qui est à l'extrême opposé de Game of Thrones? Les épisodes à regarder après avoir regardé un épisode un peu violent de Game of Thrones? Oui. Moi, si j'ai une reco, c'est un truc qui me brise le cœur en ce moment, mais je regarde les derniers instants de VIP, qui est ma comédie favorite forever. Et je crois que pour bien se marrer un bon coup, après avoir vu ces petits personnages chouchous crever dans d'atroces souffrances, c'est vraiment ce qui est écrit de plus drôle pour moi, mais c'est au-dessus de Friends, c'est au-dessus de tout ce que tu veux. C'est hilarant toutes les secondes. Et c'est la dernière saison et j'ai trop les boules, quoi. Anaïs Plus 1. Du coup, si on veut rester dans le thème Game of Thrones, image vraiment dégueu où on fait en regardant et où ça fait peur et ça angoisse, Tchernobyl. C'est vrai. C'est une excellente mini-série, c'est sur OCS il me semble. Oui. Et alors j'ai vu que les 4 ou les 5 premiers, mais c'est vraiment exceptionnel. Bon, il y a un casting, toujours les mêmes acteurs britanniques très bons qu'il y avait dans The Terror aussi. Donc c'est toujours les mêmes, mais ils sont vraiment excellents. Et en fait, ça montre les heures et les semaines qui suivent Tchernobyl et où en fait on suit tous ces personnages qui ne se rendent pas du tout compte de ce qui est en train de se passer, quoi. Et donc nous on sait parce qu'on est en 2019 et on regarde ça avec l'angoisse de se dire mais bougez-vous en fait les mecs, c'est une catastrophe ce qui est en train de se produire. Voilà. Non, ne jouez pas dans les cendres, c'est pas des cendres, c'est des particules nucléaires. Et en fait, c'est que des trucs comme ça, des scènes où en fait les personnages se rendent pas compte de ce qu'ils font, ils sont en train de se faire contaminer les uns après les autres. Donc ça se joue un peu comme un film d'horreur, sauf que c'est la réalité, ça s'est vraiment produit et il y a des effets spéciaux hyper dégueu. Et donc t'aimes bien toi ça. Moi j'adore ça. Donc si vous aimez les têtes éclatées d'Oberyn et tous les trucs, le bon gore de Game of Thrones, et que vous voulez passer à un autre truc, alors pour le coup 100% réaliste mais tout aussi dégueu et angoissant, Tchernobyl, c'est vraiment hyper bien. C'était le conseil cuisine d'Anaïs Bordage. Merci beaucoup Anaïs, merci Charlotte Bloom. Next épisode c'est terminé, on se retrouve dans 15 jours sur We Love Cinéma.